Pour arrêter une machine de guerre de 20 tonnes, conçue pour anéantir tout obstacle, on imagine des murs de béton, des pièges d'acier, une force brute répondant à la force brute. Pourtant, sur les collines arides de Tunisie, en décembre 1942, la plus grande menace pour les panzers de l'Afrika Korps ne fut pas une forteresse imprenable, mais une simple illusion, une défense si fragile, si dérisoire en apparence, qu'un homme aurait pu la détruire à coups de pied. Des centaines de petits trous, creusés à la hâte dans un sol friable, formèrent la ligne de front la plus improbable et la plus efficace de la campagne nord-africaine. Cette victoire de la fragilité sur l'acier n'était pas un miracle. C'était un acte de défiance calculé, une rupture totale avec la logique militaire. Ce triomphe paradoxal ne fut ni le fruit du hasard, ni un coup de chance sur le champ de bataille. Il fut l'œuvre d'un seul homme qui comprit une vérité cachée, une faille fondamentale, non pas dans le blindage des chars ennemis, mais dans la psychologie de leurs pilotes. En observant le comportement humain sous une pression extrême, il a découvert que l'on pouvait manipuler la perception d'un équipage de chars pour le pousser à commettre une erreur fatale. Cette histoire révélera comment, en défiant chaque règlement et chaque ordre, cet homme a exploité une vulnérabilité psychologique que ses propres supérieurs, prisonniers de leur doctrine, étaient incapables de voir. Le secret n'était pas dans l'ingénierie, mais dans une profonde compréhension de l'instinct de conservation humaine. Nous sommes en Tunisie, fin 1942. L'armée d'Afrique française, fraîchement ralliée aux Alliés après l'opération Torche, est rongée par le souvenir de la débâcle de 1940. Restaurer l'honneur est une obsession, et cette obsession se traduit par une adhésion fanatique à la doctrine. Le manuel du génie de campagne est devenu une Bible. Chaque plan, chaque spécification est appliquée avec une rigueur absolue, ignorant la réalité du terrain rocailleux du col de Fedj. Pour les officiers formés dans les grandes écoles, l'ordre et la standardisation sont les seuls remparts contre le chaos. L'obéissance aveugle n'est pas seulement une règle, c'est un acte de foi, la seule voie perçue vers la rédemption et la victoire. Face à eux se dresse un adversaire devenu une légende, l'Afrika Korps de Rommel. Ces divisions de panzer ne sont pas des simples unités blindées, elles sont perçues comme des prédateurs d'acier, le symbole même de la supériorité tactique et technologique allemande. Le vrombissement lointain de leur moteur est une source de terreur constante, un rappel de l'imminence du danger. La réponse du haut commandement français est prévisible, dictée par une logique de force contre force. Il réclame plus de béton pour les casemates, plus d'acier pour les dents de dragon, plus de mines pour les champs défensifs. La stratégie est une confrontation matérielle, une équation de physique où seule la masse semble compter pour stopper la masse. Au sein de cette machine militaire rigide, certains hommes ne trouvent pas leur place. Ce ne sont pas des théoriciens sortis des académies, mais des praticiens dont l'expérience s'est forgée dans le civil, sur des chantiers ou dans des fermes. Pour eux, le terrain n'est pas une abstraction sur une carte d'état-major, mais une réalité tangible faite de roches, de poussière et de dénivelé. Leur pragmatisme est vu comme de l'indiscipline, leur sens de l'observation comme une forme d'insubordination. Ces hommes, dont les mains calleuses témoignent d'un savoir concret, sont des anomalies. Ils sont les grains de sable dans l'engrenage parfaitement huilé de la hiérarchie militaire, tolérés par nécessité, mais regardés avec une méfiance constante. La situation au col de Fedj expose brutalement les limites de cette doctrine. Les approvisionnements en matière de construction sont lents et insuffisants. Le béton promis pour les obstacles anti-chars n'arrive pas. Le sol, dur comme de la pierre, rend le creusement des fossés réglementaires un travail éreintant et désespérément lent. Le plan, si parfait sur le papier, se heurte à la réalité du terrain et à l'urgence de la menace. Les officiers, prisonniers de leur manuel, ne peuvent qu'exiger plus d'efforts, ordonnant à leurs hommes de s'épuiser à suivre des instructions devenues absurdes. Une tension palpable s'installe entre la solution théorique et l'échec pratique qui se dessine sous leurs yeux. L'alerte tombe, glaciale et sans appel. Une division de panzer se dirige droit sur le col et l'attaque est attendue d'ici quelques jours. Les défenses officielles, celles prévues par le manuel, sont loin d'être achevées. Elles sont même inutiles. Sous le vernis de la discipline militaire, une panique sourde commence à se propager. Pour l'état-major, la seule option est de tenir la ligne avec les moyens du bord, aussi dérisoire soit-il. Mais pour un homme, un simple caporal du génie, le coût de l'obéissance est devenu plus grand que le risque de la défiance. Il observe les fossés inachevés, la roche stérile, puis le sol meuble un peu plus loin, et une idée germe, une idée folle, simple, qui opposera sa connaissance de la peur à toute la doctrine militaire. Décembre 1942. Le col de Fedj n'est pas un champ de bataille, c'est une punition géologique. Un corridor étroit et inhospitalier, taillé dans la roche vive de Tunisie, où le vent glacial des nuits succède à la morsure du soleil diurne. Les pistes ne sont que des cicatrices poussiéreuses sur un sol aride, rendant chaque convoi de ravitaillement un pari logistique. Ici, le béton et l'acier, matériaux sacrés de la fortification moderne, sont des luxes inatteignables. Ils arrivent au compte-gouttes, quand ils arrivent. La défense ne peut donc compter que sur les ressources locales, la terre friable, les rochers et les débris. Cet isolement brutal transforme le théâtre d'opération en un laboratoire où la doctrine militaire affronte la réalité la plus crue. Au cœur de ce désert stratégique, l'armée d'Afrique française est une institution hantée. Le spectre de la défaite de 1940 plane sur chaque décision, chaque ordre, chaque regard.
Pour laver cet affront, une seule voie est jugée honorable, une discipline de fer, une adhésion fanatique à la doctrine. La hiérarchie n'est pas seulement une structure de commandement, c'est un rempart psychologique contre le chaos. L'obéissance aveugle est devenue une vertu cardinale, la seule preuve tangible de la fiabilité retrouvée face aux nouveaux alliés américains et britanniques. Dans cet univers rigide, il n'y a aucune place pour l'improvisation, perçue comme le premier pas vers l'effondrement et la déroute. La logique opérationnelle est d'une simplicité brutale. La force brute ne peut être contrée que par une force physique équivalente. Face à un panzer, on oppose un mur de béton. Face à une division blindée, on dresse un champ de dents de dragon. Le manuel du génie de campagne est la source de toutes les réponses, un texte infaillible qui transforme la guerre en une équation d'ingénierie. La standardisation n'est pas une option, c'est une garantie de succès. Cette vision mécaniste de la guerre ignore délibérément la variable humaine, la psychologie de l'ennemi, pour se concentrer exclusivement sur la masse, le volume et la résistance des matériaux. La victoire est une question de calcul, pas d'intuition. Cette doctrine s'incarne dans une chaîne de commandement inviolable. Du simple soldat au lieutenant, chaque échelon est un maillon scellé, ne répondant qu'à son supérieur direct. Les officiers, formés dans les prestigieuses académies militaires, dessinent les plans sur leur table à dessin, loin de la poussière du terrain. Les sous-officiers reçoivent ces plans comme des écritures saintes et les transmettent sans discussion. Les soldats, enfin, exécutent. Leurs mains creusent, leur dos transporte, leurs esprits obéissent. Toute modification, même la plus infime pour s'adapter à une veine de roche imprévue, requiert une autorisation écrite qui ne viendra jamais. La procédure est le véritable souverain du champ de bataille. Le respect de cette structure n'est pas une simple question de discipline, c'est une question de survie légale. Le code de justice militaire, appliqué avec une sévérité extrême en zone de combat, est l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque tête. L'insubordination, le refus d'exécuter un ordre direct, n'est pas un simple écart de conduite, c'est un crime passible de la cour martiale. Les peines encourues vont de longues années d'emprisonnement à la peine capitale. Cette menace formelle anesthésie toute velléité de contestation. Mieux vaut s'épuiser à suivre un ordre absurde que de risquer sa vie en défiant un supérieur, même lorsque l'absurdité de la situation devient évidente pour tous. Au-delà des lois écrites, une culture opérationnelle non dite renforce cette paralysie. Des adages comme « la sueur épargne le sang » sont interprétés au premier degré. Un travail acharné, même s'il est inefficace, est une preuve de valeur morale. La pensée est le privilège des officiers, l'action est le devoir des hommes de troupe. Celui qui ose bricoler une solution, qui improvise, n'est pas vu comme un esprit ingénieux, mais comme un amateur dangereux, un tir au flanc, qui menace la cohésion du groupe. Avant même la sanction de la hiérarchie, il subit l'ostracisme de ses pairs. Il devient celui sur qui on ne peut pas compter, un grain de sable dans un engrenage qui se veut parfait. Le pouvoir réel est ainsi concentré entre les mains d'un petit groupe, les officiers du génie. Leur autorité ne découle pas de leur expérience du combat, mais de leur formation théorique. Ils sont les gardiens du dogme, les seuls dépositaires de la bonne manière de fortifier une position. Ce système se protège et se valide lui-même en permanence. Si une défense résiste, c'est grâce à la bonne application de la doctrine. Si elle cède, c'est à cause d'un manque de moyens ou d'une mauvaise exécution par les subalternes. La doctrine elle-même n'est jamais remise en question. Elle est la seule vérité admise, un monolithe intellectuel qui ne laisse aucune place à une pensée alternative. Cet ensemble de règles formelles et informelles crée un équilibre qui semble d'une solidité à toute épreuve. Chaque homme connaît sa place et son rôle. L'ennemi, l'Afrika Korps, est une menace externe clairement identifiée qui soude les rangs et justifie la rigidité du commandement. Tous partagent la conviction que cette discipline est le seul rempart contre la débâcle. Le doute est un luxe interdit car il mène à l'hésitation, et l'hésitation, dans l'esprit de tous, est le chemin le plus court vers la défaite. Le système paraît stable parce qu'elle offre une certitude rassurante face à l'incertitude terrifiante de la guerre. Il fournit une réponse unique et simple à chaque problème. Pourtant, cette forteresse doctrinale repose sur une faille invisible mais profonde. Le système tout entier est construit sur un postulat jamais vérifié, que le pilote de Panzer est un automate qui ne réagit qu'à des obstacles physiques. Il ignore totalement sa psychologie, son instinct de survie, sa peur de l'inconnu, sa tendance naturelle à choisir le chemin qui lui paraît le plus sûr. La doctrine, conçue pour les plaines d'Europe, n'a jamais été adaptée au terrain tunisien. Cette confiance aveugle dans la supériorité de la théorie sur l'observation rend le système incroyablement fragile. Il est incapable de s'adapter et n'a aucun plan B. Il attend un coup de bélier, ignorant qu'il peut être vaincu par une simple illusion. Le caporal Paul Marlier n'est pas un soldat de carrière, c'est un paysan de l'Auvergne. Un homme de 40 ans dont le visage et les mains portent les marques d'une vie passée à lutter avec la terre. Avant l'uniforme, son horizon était fait de volcans endormis et de champs de pierre. Il ne possède ni l'arrogance des jeunes recrues, ni l'ambition des officiers. Il est silencieux, observateur, et porte en lui la patience de ceux qui savent que la nature ne se plie pas au décret. Enrôlé dans le génie pour sa robustesse, il considère la guerre avec un fatalisme pragmatique. Il n'est pas là pour la gloire, mais pour survivre, et il sent que les règles de survie qu'il connaît sont en totale contradiction avec celles de l'armée. Sa véritable compétence, celle qui le rend unique, est invisible pour ses supérieurs.
Paul Marlier ne voit pas le col de Fedge comme une position stratégique sur une carte. Il le lit. Il voit la composition du sol, la fragilité d'une corniche, la manière dont l'eau a creusé une faille il y a des siècles. Il peut estimer la résistance d'un terrain d'un simple coup d'œil en frottant une motte de terre entre ses doigts. Ce savoir ancestral transmis de génération en génération est une langue que personne d'autre ne parle. Pour les lieutenants sortis de Saint-Cyr, le sol n'est qu'une surface à creuser selon des codes précises. Pour Paul, c'est une entité vivante, avec ses forces et ses faiblesses. Cette connaissance est aussi la source de sa plus grande faille au sein du système militaire, un scepticisme têtu. Il ne peut s'empêcher de voir l'absurdité des ordres. Quand le lieutenant ordonne de creuser un fossé anti-char de 2 mètres de profondeur dans un lit de roche calcaire, Paul sait que cela prendra des semaines et usera les hommes pour un résultat médiocre. Son esprit pratique se rebelle contre ce gaspillage de force et de temps. Il murmure ses doutes, suggère des alternatives, mais ses paroles sont perçues comme de la paresse ou de l'insubordination. Il n'a pas le vocabulaire technique pour justifier son intuition, seulement le bon sens, une monnaie sans valeur dans cette armée. Son conflit intérieur est un tourment permanent. Une partie de lui, celle qui a appris à courber les chines face aux intempéries et aux puissants, lui dicte d'obéir sans réfléchir. C'est le chemin le plus sûr pour éviter les ennuis, pour ne pas se faire remarquer, pour passer entre les mailles du filet. Mais une autre partie, celle du paysan responsable de sa récolte et de son bétail, voit la catastrophe arriver. Il se sent coupable de laisser ses camarades s'épuiser dans une tâche vaine qui les mènera à leur perte. Obéir, c'est trahir son instinct de survie le plus profond. Désobéir, c'est risquer la cour martiale. Chaque coup de pioche dans la roche stérile est un coup porté à sa conscience. Le choc avec la hiérarchie devient inévitable. Un matin, épuisé, il ose s'adresser directement à son sergent, un homme rigide qui ne jure que par le règlement. Paul lui montre une zone de terre meuble à 50 mètres de là, expliquant qu'un obstacle y serait creusé en une journée, pas en une semaine. Le sergent le toise avec mépris. « Marlier, le plan du lieutenant est là, dit-il, en tapotant une feuille de papier. Votre travail n'est pas de comprendre, c'est de creuser. Si le plan dit de creuser dans le roc, vous creusez dans le roc. » L'humiliation est publique. Paul se tait, mais la fracture est désormais béante. Il comprend qu'il est seul, que la logique n'a pas sa place ici. Isolé, il se réfugie dans l'observation. Il ne regarde plus seulement le sol, mais les hommes. Il remarque comment les chauffeurs des camions de ravitaillement, par pure habitude, contournent certaines zones du col qui leur paraissent moins stables, même si rien ne les signale. Il voit la peur instinctive des hommes face à un sol qui s'affaisse légèrement sous leurs pieds. Il commence à comprendre que la perception du danger est aussi puissante qu'un obstacle réel. Il ne pense plus en termes d'ingénierie, mais de psychologie. Il étudie la peur. Il réalise que la véritable faiblesse n'est pas dans le blindage du Panzer, mais dans l'esprit de l'homme qui se trouve à l'intérieur. Cet homme qui veut avant tout rentrer chez lui. La pression monte en lui comme une fièvre. Chaque jour qui passe le rapproche de l'échéance fatale. Les panzers s'approchent et les défenses réglementaires ne sont qu'une parodie de fortification. La frustration de Paul se mue en une Keurfried. Il voit la fatigue extrême sur les visages de ses camarades, leur résignation face à une mort certaine. Le système qu'il est censé servir ne les protège pas. Il les sacrifie au nom d'une doctrine abstraite. Son conflit n'est plus seulement une question de conscience personnelle. Il devient une question de responsabilité. S'il ne fait rien, le sang de ces hommes sera aussi sur ses mains. La peur de la cour martiale commence à paraître dérisoire face à la certitude du massacre. Le point de rupture est un détail humain. Il voit un jeune soldat de 18 ans, à peine sorti de l'adolescence, pleurer en silence la nuit, persuadé qu'il va mourir. À cet instant, le dilemme de Paul se résout. L'obéissance n'est plus une option, c'est une complicité. La seule véritable loyauté qu'il doit n'est pas à un règlement absurde ou à un officier lointain, mais aux hommes qui partagent sa peur et sa misère. Il accepte le risque de la défiance, non par héroïsme, mais par une nécessité viscérale. Pour la première fois, il ne cherche plus à s'adapter au système. Il décide de le briser. Le paysan auvergnat s'apprête à livrer sa propre bataille, avec ses propres armes, la terre et la peur. L'information tombe comme un coup près, transmise par un estafette couvert de poussière. Une colonne de panzer de la 10e division a été repérée, fonçant droit sur le col de Fedge. L'attaque n'est plus une hypothèse, c'est une certitude. L'état-major estime leur arrivée sous 48 heures. La nouvelle se propage dans les rangs, glaçant les esprits plus sûrement que le vent de la nuit. La réaction du commandement est immédiate et prévisible. Une accélération frénétique des travaux inutiles. Les ordres fusent, plus durs, plus exigeants, réclamant l'impossible. Creuser plus vite dans la roche, ignorer la fatigue, oublier la peur. Pour les officiers, la seule réponse à l'urgence est une application encore plus rigide de la doctrine. Un dernier acte de foi désespéré dans un plan déjà mort. Cette nuit-là, Paul Marlier franchit la ligne. Il ne peut plus attendre, il ne peut plus obéir. Profitant de l'obscurité et du chaos relatif, il rassemble une poignée d'hommes, les plus usés, les plus sceptiques, ceux dont le regard trahit la même certitude du désastre. Sans un mot, il les conduit à l'écart, vers cette parcelle de terre meuble qu'il avait repérée. Il ne leur donne pas d'ordre, il leur montre. Avec sa propre pelle de campagne, il commence à creuser. Pas un fossé, pas une tranchée, mais un simple trou, à peine assez grand pour un homme. C'est un acte de désobéissance pure, un crime militaire qui, s'il est découvert, le mènera directement devant le peloton d'exécution. Leur travail est silencieux, presque furtif. Guidés par l'exemple de Marlier, les hommes se mettent à creuser des centaines de petits cratères individuels. La méthode est l'antithèse du chantier officiel. Là-bas, les coups de pioche résonnent contre la roche dans un effort titanesque et stérile. Ici, les pelles s'enfoncent sans bruit dans la terre friable.
Ils ne suivent aucun plan d'ingénieur, aucune code précise. Marlier les guide par gestes, indiquant l'espacement, la profondeur, créant un motif irrégulier qui s'étend sur une large bande. L'ensemble ressemble moins à une défense militaire qu'à un champ labouré par un paysan fou. Une œuvre dérisoire, presque pathétique, face à la menace de 20 tonnes d'acier qui approche. Soudain, des voix. Une lanterne perce l'obscurité. C'est une patrouille menée par le sergent, l'homme du règlement. Le cœur battant, Marlier et ses complices se jacquent au sol, s'aplatissant dans les trous qu'ils viennent de creuser. La lumière balaie la zone, s'arrêtant à quelques mètres d'eux. Le sergent peste contre le manque de discipline, se plaignant des tirs au flanc qui cherchent à échapper à la corvée principale. Il ne voit rien d'anormal, juste un terrain accidenté. Satisfait de son inspection, il repart vers le vacarme du chantier officiel. Marlier retient son souffle. Le danger est passé, pour l'instant. Mais il sait que le temps lui est compté. La chance ne se présentera pas deux fois. Reprenant leur souffle, les hommes le regardent avec des yeux interrogateurs. Pour la première fois, Marlier met des mots sur son intuition. Un pilote de char n'est pas une machine, murmure-t-il dans l'obscurité. Il a peur de s'embourber, de présenter son flanc, de casser une chenille. Il ne voit pas le terrain, il lit le danger. Il leur rappelle les chauffeurs de camions qui contournent instinctivement les sols meubles. Nous ne construisons pas un mur pour l'arrêter, nous créons l'illusion d'un piège. Nous allons transformer ce sol à un cauchemar pour lui. Face à un terrain qui semble miné ou instable, il hésitera. Et s'il hésite, il ralentit. S'il ralentit, il devient une cible. Au lever du jour, le résultat de leur nuit de labeur est visible. Une large zone du col est maintenant criblée de centaines de ces trous. Mais le col est vaste, et leur champ de la peur ne couvre qu'un passage. C'est une défense partielle, facilement contournable. Marlier comprend que son initiative secrète a atteint ses limites. Pour que le piège fonctionne, il doit être total. Il doit canaliser l'ennemi vers les quelques canons anti-chars dont il dispose. Il a besoin de plus de bras, de beaucoup plus de bras. Il a besoin de convaincre tous les autres. Et pour cela, il doit sortir de l'ombre et affronter le système en plein jour, au risque de tout perdre. Le moment de la rupture arrive à l'appel du matin. Le lieutenant, le visage tendu par le manque de sommeil, exhorte les hommes à redoubler d'efforts sur le fossé anti-char. C'est alors que Marlier sort du rang. D'une voix calme mais ferme, qui porte dans le silence glacial, il s'adresse non pas à l'officier, mais aux hommes. « Continuer à creuser cette pierre, c'est creuser nos propres tombes, dit-il. Puis, il se tourne et pointe du doigt la zone qu'ils ont travaillée durant la nuit. Là-bas, il y a une chance de survivre, une seule. Je vous demande de choisir entre un ordre absurde et votre instinct. Un silence de mort s'abat sur la compagnie. La réaction du sergent est fulgurante. Hurlant à l'insubordination, il se précipite sur Marlier, le saisissant en collet. « Mutinerie, lieutenant, cet homme est un mutin. » Pour la première fois, les hommes ne baissent pas les yeux. Ils regardent la scène, leur visage un mélange de peur et d'espoir. Ils sont paralysés, pris entre la discipline de fer qui leur a été inculquée et la vérité brutale des paroles du caporal. Le lieutenant, un jeune homme de 25 ans dont l'autorité repose entièrement sur le règlement, est blême. Il ordonne l'arrestation immédiate de Marlier. 2 soldats s'exécutent à contre-cœur, emmenant le caporal sous bonne garde. Le système a réagi. La rébellion est matée. Le lieutenant se retrouve face à un dilemme qui n'existe dans aucun manuel. Le code militaire exige une cour martiale et une sanction exemplaire. Ne pas le faire s'apprête son autorité réellement. Mais au fond de lui, il sait que Marlier a raison. Le fossé est une farce tragique. Poussé par une curiosité qu'il ne s'explique pas, il se rend seul sur la zone indiquée par le caporal. Il contemple l'œuvre de la nuit. Des centaines de trous stupides. C'est contraire à toute la science du génie. C'est une défense de paysan. Et pourtant, il imagine un Panzer approchant, le pilote scrutant ce sol hermétique, se demandant ce qui se cache sous cette surface. L'hésitation. La peur. Pour la première fois, l'officier doute de sa doctrine. Le doute du lieutenant est interrompu par un cri. Un observateur posté sur une crête dévale la pente en hurlant. « Les chars, ils sont là, ils arrivent !» Le son lointain, une rumeur grave et métallique, confirme l'alerte. Ce n'est plus une question de 48 heures, mais de minutes. La panique éclate. Le temps pour les procédures, pour la justice militaire, pour les plans théoriques vient de s'évaporer. Le fossé inachevé est un monument à leur échec. Le seul obstacle, aussi dérisoire soit-il, qui se dresse entre sa compagnie et l'anéantissement, est le champ de trous imaginé par l'homme qu'il vient de faire arrêter. Le choix n'est plus entre l'ordre et le chaos. C'est entre la doctrine et la survie. Le vrombissement des moteurs n'est plus une menace lointaine, c'est une vibration qui remonte du sol, une force physique qui secoue les entrailles. Le jeune lieutenant est figé, son esprit un champ de bataille aussi violent que celui qui s'annonce. D'un côté, des années de formation, le poids du règlement, l'image de son père, général, et la certitude d'une cour martiale pour manquement à l'autorité. De l'autre, le visage de ces hommes, pétrifiés par la terreur, et le son de la voix calme de Marlier résonnait comme une prophétie. Creuser nos propres tombes. Il est le système incarné, le garant de l'ordre, mais l'ordre qu'il représente est un pacte suicidaire, une allégeance à l'absurdité face à l'acier qui arrive pour tout broyer. Pendant ce temps, Paul Marlier, encadré par 2 soldats, est d'un calme déconcertant. Son conflit intérieur s'est résolu au moment où il a choisi de parler. Il a accepté son sort. La peur de la sanction était remplacée par une anxiété plus pure. Celle de voir son intuition, sa seule véritable offrande, rejetée. Il n'écoute pas le bruit des panzers avec la peur d'un condamné, mais avec l'impatience d'un artisan qui attend de voir si son œuvre tiendra. En défiant le système, il s'est libéré de son mensonge. Il n'est plus un soldat qui obéit. Il est redevenu un homme de la terre qui la défend avec ses propres armes.
Ses yeux ne quittent pas le lieutenant, cherchant dans le regard du jeune officier la lueur de la raison contre la folie de la doctrine. La terre tremble. Le premier Panzer apparaît sur la crête, une silhouette massive et menaçante se découpant sur le ciel blafard. La panique, jusqu'alors contenue, se brise en murmures de prières et en exclamations étouffées. Les hommes ne regardent plus le fossé inhaché, ils regardent leur lieutenant. Leurs yeux ne demandent pas un ordre, ils implorent un miracle. À cet instant, le jeune officier comprend que son grade n'est qu'un costume vide, si sa seule fonction est de présider à leur massacre. La doctrine lui ordonne d'organiser une défense héroïque et vaine. Son humanité lui hurle de la trahir. La question qui le paralyse n'est plus de savoir comment obéir, mais de décider qui il est. Un rouage loyal d'une machine brisée, ou le chef de ces hommes qui lui confie leur dernière seconde de vie. Libérez-le. Le mot est un souffle, à peine audible dans le vacarme grandissant. Puis plus fort, sa voix se brisant sous la tension. J'ai dit libérez le caporal. C'est un ordre. Le sergent le dévisage, incrédule, prêt à protester, mais le regard du lieutenant est fait d'un acier qu'il n'a jamais vu. Les gardes relâchent Marlier. C'est un acte irréversible, une mutinerie qui vient du sommet. Le lieutenant ne se contente pas de gracier un insubordonné, il abdique. Il admet publiquement l'échec de son savoir, de sa formation, de toute la logique militaire. Il place son destin, sa carrière et la vie de 200 hommes entre les mains d'un paysan têtu. C'est la décision la plus illogique et la plus humaine de sa vie. Le coup de cette décision est immédiat et brutal. Le sergent, incarnation du règlement, s'approche, le visage déformé par la rage et l'incompréhension. « Mon lieutenant, c'est la fin de votre carrière, c'est la honte, vous nous menez au déshonneur. » Le lieutenant l'ignore. Il sait que le sous-officier a raison. S'il survive, il sera traduit en justice, brisé, humilié. Il a sacrifié son avenir, l'honneur de son nom, tout ce pourquoi il a été élevé, pour une chance infime. Il n'y a plus de retour en arrière possible. En choisissant de faire confiance à l'instinct d'un homme plutôt qu'à la rigidité d'un manuel, il a franchi une ligne invisible. Il a choisi ses hommes contre l'institution. La hiérarchie vient de voler en éclats. Libre, Marlier ne perd pas une seconde. Un regard bref, intense, est échangé avec le lieutenant. Un pacte scellé sans un mot. Puis, la voix du caporal s'élève, non pas pour hurler un ordre, mais pour donner une instruction, claire et puissante, comme un coup de cloche dans la panique ambiante. « Au trou, dispersez-vous, un homme par trou, ne faites pas un mouvement avant mon signal. » Les soldats, paralysés une seconde plus tôt, pivotent comme un seul homme. Ils courent, se jettent à terre, abandonnant les positions officielles, pour se fondre dans le champ de cratère. Ils ne suivent plus un officier, ils suivent une promesse de survie. L'autorité n'est plus une question de galon, mais de bon sens. Le lieutenant regarde, soudain étranger sur son propre champ de bataille. Il voit sa compagnie se dissoudre dans le paysage, chaque soldat devenant un élément de la ruse de Marlier. La puissante armée française, avec sa doctrine et son orgueil, n'est plus qu'un réseau de résistants terrés dans le sol. Le premier Panzer amorce sa descente dans le col, suivi de 2 autres. Leur masse d'acier semble invincible. Sans réfléchir, le lieutenant saisit son fusil et court à son tour se jeter dans l'un des trous. Il n'est plus un commandant, il est un soldat parmi les autres, un homme qui a tout misé sur l'intuition d'un paysan. Le piège est tendu. La partie commence. Le vrombissement des moteurs s'intensifie, se transformant en un grondement qui fait vibrer la roche. Les 3 premiers Panzers s'engagent dans le col, leur silhouette massive écrasant le paysage. Du point de vue des pilotes allemands, le spectacle est déroutant. Devant eux, un fossé anti-char réglementaire, mais visiblement inachevé, et donc inoffensif. Et sur leur gauche, une vaste étendue de terre retournée, criblée de centaines de trous irrégulières. Ce n'est pas un obstacle répertorié dans leur manuel d'entraînement. Cela ne ressemble ni à un champ de mine classique, ni à une défense structurée. C'est simplement un terrain chaotique, imprévisible. L'instinct, bien plus que la doctrine, leur crie de se méfier de ce sol d'apparence instable et piégeuse. Le commandant du char de tête, un vétéran du front de l'Est, ralentit. Sa mission est de percer, pas de s'embourber stupidement ou de casser une chenille sur un terrain non identifié. Chaque minute d'immobilité est un risque mortel. Par radio, il communique son hésitation. Terrain suspect sur la gauche, potentiellement miné ou instable, j'avance avec prudence. Cette simple phrase change tout. L'assaut fulgurant, basé sur la vitesse et la puissance de choc, se transforme en une progression lente et nerveuse. Les 2 autres Panzers ralentissent à leur retour, leur tourelle balayant nerveusement le paysage désert. La machine de guerre, conçue pour l'action décisive, est paralysée par le doute. La faille psychologique que Marlier avait anticipée vient de s'ouvrir. Terré dans son trou, Paul Marlier observe. Il voit le canon du premier Panzer s'abaisser légèrement, signe que l'équipage scrute le sol. Il voit l'hésitation dans le mouvement saccadé de la machine. C'est le moment précis où la peur de l'inconnu l'emporte sur l'agressivité. Il ne peut attendre davantage. Il porte un sifflet à ses lèvres et produit un son bref strident, un signal de berger qui se perd presque dans le fracas des moteurs. Pour les Allemands, ce n'est qu'un bruit de pluie dans le chaos. Pour les 200 soldats français dissimulés dans la terre, c'est l'ordre. C'est le déclenchement de la phase active de l'illusion, le moment où la perception du danger peut devenir une certitude terrifiante. Sur ce signal, le col de Fedge explose de bruit et de fureur. De chaque trou jaillit la flemme d'un fusil, le crépitement d'une mitrailleuse légère. Des centaines de projectiles s'abattent sur les blindages frontaux des Panzers, ricochés dans un vacarme assourdissant. Les balles traçantes dessinent un réseau de lumière mortelle qui semble venir de partout à la fois. L'effet matériel est nul, aucune de ces balles ne peut percer l'acier. Mais l'effet psychologique est dévastateur. Pour les équipages des chars, enfermés dans leur boîte d'acier, le terrain suspect vient de se transformer en un piège mortel, une zone d'embuscade massive et parfaitement dissimulée.
La simple hésitation se mue en panique. Le pilote du char de tête commet l'erreur fatale. Pris de panique par ce déluge de feu venant de sa gauche, son réflexe conditionné prend le dessus. Il doit présenter son blindage le plus épais à la menace principale. Il amorce un virage serré sur sa droite pour faire face à la source des tirs. En faisant cela, il exécute parfaitement, sans le savoir, la manœuvre que Marlier avait prévue. Il ne se protège pas, il s'offre. Pendant une fraction de seconde, il expose son flanc, là où le blindage est le plus vulnérable, à la position exacte où se trouvent les 2 seuls canons anti-chars de la compagnie, silencieux jusqu'à présent et parfaitement camouflés. « Maintenant, tirez !» L'ordre du lieutenant, hurlé dans le poste radio, est presque un cri de libérance. Le premier canon anti-char, servi par des hommes dont les mains tremblent d'adrénaline, crache son obus. La détonation sèche se distingue nettement du chaos ambiant. La trajectoire est parfaite. L'obus perforant frappe le flanc du Panzer avec un choc métallique brutal. Il n'y a pas d'explosion spectaculaire, juste une gerbe d'étincelles, un trou noir qui apparaît sur la coque, puis une épaisse fumée noire qui s'échappe de la tourelle. Le géant d'acier s'immobilise, mortellement touché. Le silence radio de son équipage confirme sa destruction. La première pièce du piège s'est refermée. La destruction du char de tête sème le chaos dans la colonne allemande. Le chemin est désormais bloqué par une épave en feu. Le 2e Panzer, tentant une manœuvre de recul d'urgence sur ce sol inégal, force sur ses chenilles. Un craquement métallique sinistre retentit et l'une d'elles se rompt, immobilisant le blindé. Le 3e, dans une tentative désespérée de contourner l'obstacle, se déporte et expose à son tour son flanc. Le 2e canon anti-char, qui attendait patiemment son heure, fait feu. Un second impact, une seconde colonne de fumée. En moins de 2 minutes, l'attaque blindée, fierté de l'Afrika Korps, s'est transformée en un cimetière d'acier. La force brute a été anéantie par une simple ruse. Au milieu de la victoire qui se dessine, une rafale de mitrailleuses, tirée à l'aveugle depuis la tourelle du char endommagé, balaie le champ de trous. Marlier, qui s'était légèrement redressé pour juger de l'efficacité de son plan, est touché en pleine poitrine. Il ne pousse aucun cri. Il s'effondre simplement dans son trou, le regard fixé sur le ciel tunisien. Une tache sombre s'élargit rapidement sur sa vareuse. Il a vu son intuition validée. Il a sauvé ses camarades d'un massacre certain. Mais sa désobéissance, bien que victorieuse, exigeait un prix. Le système qu'il a brisé, même dans sa défaite, a réclamé son dû. La victoire a un coût, et il vient de le payer de sa vie. Les panzers restants battent en retraite dans la plus grande confusion, abandonnant le col et leurs camarades. Un silence irréel s'installe, seulement troublé par le crépitement des carcasses en feu. Un à un, les soldats français sortent de leurs trous, le visage couvert de poussière, les yeux hagards. Ils se regardent, incrédules. Ils ont survécu, ils ont vaincu. Leur regard ne se tourne pas vers le lieutenant, mais vers le trou silencieux, où le caporal Marlier est tombé. L'architecte de leur survie gît là, immobile. La victoire a un goût amer. L'illusion a fonctionné au-delà de toute espérance, mais elle s'est achevée dans la réalité la plus brutale, celle du sang versé. Le rapport officiel, rédigé par des officiers d'état-major arrivés après la bataille, fut un chef-d'œuvre de fiction administrative. La victoire du col de Fedge y était décrite comme le résultat d'une défense en profondeur innovante et d'une coordination exemplaire entre l'infanterie et les pièces anti-chars. Les trous de Paul Marlier, cette folie paysanne, furent rebaptisés pièges individuels de ralentissement, leur conception attribuée à une initiative commandée par le lieutenant. Le document ne mentionnait ni l'insubordination, ni l'échec total des fortifications réglementaires, ni le fait que la victoire avait été arrachée en violant chaque article du manuel. La réalité, trop chaotique et subversive, fut soigneusement polie pour s'insérer de force dans la logique rassurante de la hiérarchie militaire. Le système ne pouvait admettre sa faillite, il a donc réécrit l'histoire. Le lieutenant, convoqué devant un conseil d'enquête, s'attendait à la cour martiale et au déshonneur. Il fut accueilli par des félicitations prudentes. Face à une victoire aussi nette et inespérée, le punir était impossible. Le système, pour sa propre survie, choisit de l'absorber. Sa décision de libérer Marlier fut transformée dans un acte de commandement audacieux, adaptant la tactique aux conditions imprévues du terrain. Il devint, malgré lui, le héros d'une histoire qui n'était pas la sienne. Il acceptait la promotion qui suivit avec un silence lourd de sens, comprenant qu'il était désormais le gardien d'un mensonge utile. Il avait sauvé ses hommes en défiant le système, et le système l'avait remercié en effaçant la vérité de son acte. Quant à Paul Marlier, l'architecte de ce triomphe, il fut presque entièrement effacé des registres. Il reçut une citation posthume pour bravoure face à l'ennemi, une décoration anonyme qui ne disait rien de son génie, de sa désobéissance, de son sacrifice conscient. Son nom fut inscrit sur un monument aux morts, perdu parmi des centaines d'autres. Mais sa véritable validation ne fut pas gravée dans la pierre. Elle se transmit oralement, comme une légende, de soldat en soldat. L'histoire du caporal paysan qui avait lu la peur dans l'esprit des pilotes de Panzers. Il devint un symbole non pas de discipline, mais de bon sens, la preuve vivante qu'un homme seul, armé de son instinct, pouvait être plus lucide que toute une armée. L'impact structurel de la bataille fut paradoxal. Des ingénieurs militaires furent dépêchés pour étudier le phénomène du col de Fedge. Ils mesurèrent, cartographièrent et analysèrent les trous de Marlier. Son intuition sur la psychologie de l'ennemi fut traduite en un concept technique et froid, la tactique de saturation perceptive du terrain. Quelques mois plus tard, une nouvelle section apparut dans le manuel du génie de campagne, détaillant comment créer des zones de désordre artificiel pour ralentir une progression blindée. La rébellion de Marlier, son acte de rupture ultime, avait été disséqué, stérilisé et transformé en une nouvelle procédure. Le système, incapable de comprendre l'esprit de l'homme, avait cannibalisé sa méthode pour renforcer sa propre doctrine.
Ainsi, ce qui semblait au début être une victoire de la fragilité sur l'acier se révélait être quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas l'histoire d'un simple piège, mais celle d'un homme qui avait compris que la plus grande faille de toute machine de guerre est l'humain qui la commande. Le lieutenant, regardant ses nouveaux ordres des années plus tard, voyait la tactique de marier décrite sur le papier et ne ressentait aucune fierté, seulement le poids d'une dette. Il avait appris la plus dure des leçons, que les manuels enseignent comment combattre les machines, mais que seule l'empathie et le courage enseignent comment vaincre les hommes. Sa véritable victoire n'était pas au col de Fedge, mais dans cette compréhension qui allait guider le reste de sa vie. L'histoire du caporal Paul Marlier révèle une vérité universelle. Les systèmes les plus puissants, les plus rigides et les plus logiques ne sont pas menacés par une force brute supérieure, mais par celui qui comprend la faille cachée sur laquelle ils reposent tous, la psychologie humaine. La doctrine, les règlements et les hiérarchies sont conçus pour contrôler le comportement, mais ils sont aveugles à l'instinct, à la peur et à l'intuition. La véritable rupture stratégique ne vient jamais de l'application parfaite des règles, mais de leur transgression au nom d'une compréhension plus profonde de la nature humaine. Car la plus grande vulnérabilité d'une forteresse d'acier n'est pas dans son blindage, mais dans l'esprit de l'homme qui la pilote.